Les séances de dédicace en librairie sont toujours une épreuve pour un écrivain, quelle que soit son audience. Bien sûr, certains auteurs plus bankable que d'autres ont moins de soucis à se faire lorsqu'ils sont invités à ce genre d'événements. Leurs chiffres de vente sont la garantie d'une rencontre couronnée de succès. Pour la majeure partie d'entre nous, pourtant, c'est une autre paire de manches. Il n'y a rien de pire pour un romancier que de passer un après-midi seul derrière une table au milieu d'une librairie, à la fois encombrant et cependant invisible, à l'évidence dans le chemin des clients pressés, parmi lesquels il y aura toujours un pour enfin daigner prêter attention et lui demander où se trouve le rayon des livres scolaires. J'en ai connu des séances comme celle-là, interminables, durant lesquelles on tente piteusement de faire bonne figure, le sourire plaqué sur nos traits déconfits, avec cette sensation que le temps a figé notre honte à jamais. Ces instants de torture font partie, malheureusement, du parcours du combattant, celui que chaque auteur débutant doit affronter pour séduire son public naissant. Souvent, quelques lecteurs égarés au hasard d'un samedi pluvieux, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire et que là ou ailleurs, bref, je suis passée par là. Aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux. Non pas que je vende 1 million d'exemplaires, ma prose fébrile et passionnée de destin chahuté par mon imagination féroce. Mais du moins ai-je l'assurance, lorsque je me rends dans une librairie pour signer mon dernier opus, que quelques-uns parmi mes fans les plus fidèles me tiendront compagnie et flatteront mon ego inquiet. C'est donc plus ou moins sereine que j'ai poussé la porte de cette librairie il y a 10 mois. Le libraire m'a accueilli avec chaleur, débarrassé de mes affaires, proposé un café, puis il m'a mené jusqu'à ma table, où à mon grand soulagement, quelques lecteurs attendaient mon arrivée. Je les ai salués avec bienveillance avant de m'installer à ma place, percevant déjà leur hâte d'échanger quelques mots et de repartir avec un exemplaire signé de ma main. La séance s'est déroulée comme à l'habitude. La foule n'était pas au rendez-vous, mais des flots épars de clients se sont succédés devant moi, égayant mon après-midi de considérations aimables sur l'intérêt et la qualité de mon travail. J'ai appris au fil des années à accepter les compliments exprimés par des admirateurs parfois un peu trop exubérants à mon goût. J'ai mis un certain temps à trouver leur réaction adéquate, ni trop réservée, ni trop complaisante, un juste milieu entre une modestie bienvenue et un soupçon de fierté quand on me pardonne volontiers la manifestation. J'écris du thriller psychologique. Il est vrai que je malmène le destin de mes personnages avec une certaine cruauté, poussant parfois leur infortune jusqu'aux confins de l'horreur domestique. Les recoins obscurs de mon imagination fascinent souvent mes lecteurs. En règle générale, je me contente de mettre mes angoisses en scène, au lieu de dépenser de l'argent sur le divan d'un psy. J'en gagne en transformant mes tourments, très ordinaires pour la plupart, en histoires à faire frissonner dans les chaumières. De nature bienveillante, on me dit de bonne compagnie. Est-ce la raison pour laquelle on s'étonne souvent de me voir, moi, tellement aimable, l'auteur de si sombres récits? Comme une si charmante personne peut-elle écrire et imaginer des trucs pareils? Nous rigolons souvent, mon amie et consoeur Karine Guibel et moi, de cette phrase récurrente, qui semble nous définir comme deux monstres déguisés en romancières cordiales et sympathiques. Et s'il est vrai que nous ne ferions pas de mal à une mouche, n'oublions pas que tout ceci n'est que fiction. Bref, tout se déroulait donc de la façon routinière lorsqu'elle est apparue devant moi. Au début, je ne lui ai pas prêté d'attention particulière. Elle était une lectrice comme les autres. Pas vraiment empressée d'ailleurs. Je lui ai demandé son prénom pour la dédicace. Bérénice. J'ai souri justement le prénom de l'héroïne de mon prochain roman, celui que j'étais en train d'écrire. Je le lui dis, histoire de partager avec elle un peu de cette complicité dont raffolent les fans. Ravie, elle a voulu en apprendre davantage. Ça raconte quoi? En général, je rechigne à divulguer des informations sur un récit en cours de rédaction. Je réponds toujours par une pirouette genre suspense. Mais cette fois, allez savoir pourquoi j'ai pitché la situation de départ. C'est l'histoire d'une femme, Bérénice donc, plus ou moins à votre âge d'ailleurs, que son mari soupçonne d'avoir une liaison extra-conjugale, alors qu'a priori, il n'en est rien. « Ah bon ?» s'est-elle exclamée, vivement intéressée. « Et que se passe-t-il ensuite ?» Ensuite, suspense.
Elle a hoché la tête en signe d'intelligence tandis que je revenais à ma dédicace. « Comment s'appelle le mari dans votre roman ?» m'a-t-elle demandé après quelques secondes de silence. « Victor », ai-je répondu sans lever le nez de ma tâche. J'ai achevé de signer le livre que j'ai refermé avant de lui tendre. Elle me fixait avec un mélange de surprise et d'incrédulité. « C'est drôle, mon mari s'appelle Victor. » J'ai haussé les sourcils, amusé par ce concours de circonstances. « Quelle coïncidence, j'espère qu'il ne vous soupçonne pas de le tromper. »« Ben si, justement, m'a-t-elle répondu d'un air perplexe. Cet aveu m'a poussé à la considérer plus attentivement. Je ne visualise jamais avec précision le physique de mes personnages et n'en fais en général qu'une description sommaire, laissant au lecteur la liberté de les façonner à leur goût. En la dévisageant pourtant, force m'était de constater que ma Bérénice était exactement le genre de femme qui se tenait devant moi. Petite, fluette, plutôt jolie, exprimant une vulnérabilité censée provoquer autant d'inquiétude que de sympathie. Ça alors, ai-je murmuré sans toutefois lui faire part de la ressemblance qu'elle partageait avec ma Bérénice. Nous nous sommes observés quelques secondes sans rien dire. « Vous faites quoi dans la vie ?» me suis-je alors enquise afin de chasser l'idée étrange qui est en train de germer dans mon esprit. Elle a hésité un court instant. « Je suis vétérinaire. »« C'est une blague ?» me suis-je écrié dans un rire stupéfait. À voir sa tête, il était évident qu'elle ne plaisantait pas. « Votre Bérénice aussi ?»« Oui, et son mari est chirurgien. » J'ai suspendu mon souffle, curieuse de voir ce que cette information allait provoquer. Son regard a été suffisamment éloquent pour confirmer ce que je pressentais. « C'est incroyable », a-t-elle lâché, cette fois sincèrement troublée. « C'est tout à fait nous. » J'ai dégluti avant d'aller plus loin. « Vous avez des enfants ?»« Non. Ma Bérénice non plus. » Nous sommes à nouveau dévisagés, à présent véritablement ébranlés. « Et que se passe-t-il dans votre histoire ?» m'a-t-elle demandé d'une voix grave. « Je veux dire, son mari la soupçonne de le tromper. Comment réagit-elle ?» Les pensées se pressaient dans mon esprit. L'idée qu'un des personnages tout droit sortis de mon imagination puisse exister en chair et en os était trop extravagante pour être vraie. Ignorant sa question, j'ai pris quelques secondes pour réfléchir. Alors seulement j'ai compris. C'était une blague, une plaisanterie, qu'un de mes camarades de plume me faisait, de connivence avec le libraire. Il devait y avoir une ou plusieurs caméras disséminées dans la librairie, filmant cette rencontre insolite sans rien rater de mes réactions. Parmi mes compères écrivains, certains étaient assez dingues pour imaginer ce genre de farce. Une fois cette possibilité validée par ma raison, je me suis demandé comment ce fou de François-Xavier Dillard, car ce ne pouvait être que lui, j'en étais à présent certaine, avait eu connaissance de mon histoire. Seule notre éditrice commune était au courant du pitch de mon prochain roman, mais il n'était pas exclu qu'elle soit dans la combine. Je ne lui ai toutefois encore rien confié sur l'évolution de cette situation de départ. Dans mon récit, les doutes de Victor quant à la fidélité de sa femme devenaient de plus en plus insistants, pervertissant leurs relations et les plongeant l'un l'autre dans l'enfer du soupçon. Exaspérée par les accusations de son mari, par ailleurs totalement infondées, et après avoir tenté à plusieurs reprises d'apaiser ses tourments, ma Bérénice finissait par lui donner raison. Tant qu'à supporter les reproches d'une faute qu'elle n'avait pas commise, et s'il fallait en subir les inconvénients, autant en avoir également les avantages. Elle succombait donc aux avances d'un de ses collègues et commettait le péché dont on l'accablait injustement. Revenant à ma lectrice, je l'ai considérée avec une lueur de malice dans les yeux, bien décidée à tirer parti de la situation. Comment réagit-elle ? Eh bien, je ne sais pas. Vous, comment avez-vous réagi ? Surprise par ma question, Bérénice est restée muette un court instant. Puis, après avoir regardé autour d'elle, elle s'est penchée vers moi. Je veux bien vous le dire, mais vous me promettez de ne le répéter à personne. J'ai promis, curieuse de savoir ce que mes petits camarades avaient prévu pour la suite de cette situation rocambolesque.
Bérénice a encore hésité quelques secondes avant de lâcher le morceau. Je vous passe les détails, mais en gros, j'ai fini par le tromper pour de vrai. La vie était devenue un enfer, il ne s'arrêtait pas de me fliquer, je ne pouvais plus m'adresser à un homme sans qu'il me fasse une scène. Au bout de 3 mois, notre relation n'était plus qu'une succession ininterrompue de reproches. J'en ai eu marre. De toute façon, c'était ça où je le quittais. Là, je dois dire que j'en suis restée coite. Je l'ai considérée sans mot dire, bouche bée, incapable de trouver une explication logique à ce qu'elle venait de me révéler. Je ne pouvais plus soupçonner FX d'avoir fomenté ce scénario délirant, à moins d'en déduire que l'évolution de mon intrigue était à ce point banale et que tout le monde pouvait la prévoir. J'étais aussi sidérée que mortifiée. « C'est ce qui se passe dans votre roman ?» m'a demandé Bérénice à le brûle-pourpoint. « Dans les grandes lignes, oui, » ai-je murmuré, cette fois complètement décontenancée. « C'est dingue !» C'était dingue, en effet. Trop dingue pour y croire. Il devait forcément y avoir une explication logique. Sauf que j'étais la seule à connaître l'arche narrative de mon scénario. Impossible à présent d'accuser qui que ce soit de me jouer un tour. Comment ça se termine dans votre roman ? C'est alors enquise Bérénice sans cacher son inquiétude. Un frisson glacé m'a parcouru tout entière. Même si je n'avais pas encore rédigé la fin de mon texte, Bérénice savait, comme moi, que mes romans se terminaient rarement bien. En vérité, j'avais prévu de faire monter la tension insoutenable entre Bérénice et son mari, faisant sans cesse passer l'avantage de l'un à l'autre, au point qu'ils finissent par s'entre-déchirer, tant psychologiquement que physiquement. Je n'étais pas certaine du sort que j'allais réserver à mon héroïne, mais fidèle à ma réputation, je ne pouvais pas la laisser s'en sortir indemne. Je ne sais pas encore, lui ai-je répondu d'une voix trop indécise à mon goût. Pour l'instant, je n'en suis qu'à la moitié de l'histoire. Ok, mais vous comptez l'aménager un peu, je veux dire, elle s'en sort à la fin ? Puis, consciente de l'absurdité de ces questions, elle a émis un rire crispé. Vous comprenez, je suis une de vos fidèles lectrices et je sais comment vous traitez vos personnages. Je ne voudrais pas subir le même sort. Ne soyez pas stupide, ai-je lâché sans cacher mon malaise. Vous n'êtes pas un de mes personnages et je n'ai aucun pouvoir sur votre vie. Tout ça n'a aucun sens. Alors comment expliquez-vous que vous êtes en train d'écrire exactement ce que je vis en ce moment ? Tout concorde jusqu'à mon prénom et celui de mon mari. Ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. Si l'on considère l'histoire de ces grandes lignes, c'est un scénario assez banal. Et puis, c'est un peu ma recette. Je pars d'une situation ordinaire et je la pousse jusqu'à ce qu'elle bascule dans l'horreur. Justement, je ne veux pas que ma vie bascule dans l'horreur. Il ne vous arrivera rien, ai-je gloussé d'un ton assuré. La preuve en est, je n'ai jamais écrit une scène dans laquelle Bérénice se rend dans une librairie pour se faire dédicacer un roman. Pourtant, vous êtes bien là, devant moi. Mon argument a paru la rassurer. Elle a hoché pensivement la tête, puis revenait à moi, elle m'a souri. C'est vrai, c'est absurde, désolée. Elle s'est ensuite emparée de l'exemplaire que je venais de lui signer et m'a salué. Quand elle a quitté la librairie, j'étais encore sous le choc de cette rencontre insolite. De retour chez moi ce soir-là, j'ai parcouru la quinzaine de chapitres déjà écrits. Je ne parvenais plus à chasser l'image de Bérénice, dont les traits se substituaient désormais à ceux de mon personnage. C'était plus fort que moi. Au fil des pages, elle incarnait littéralement mon héroïne, et j'avais même la sensation d'entendre sa voix dans les passages dialogués. C'était très perturbant. Puis les jours ont passé, et avec eux, le côté surréaliste de cette aventure s'est un peu estompé. Ne m'est resté que l'incroyable coïncidence d'une rencontre hors du commun. La vie a repris son cours, et moi ma plume. La semaine suivante, j'ai abordé la seconde phase de la chute infernale de mes personnages. Victor apprenait que Bérénice l'avait bel et bien trompé. Il débarquait sur le lieu de travail de son épouse, la prenait violemment à partie devant ses collègues et agressait celui qui avait fauté avec elle. Le problème, c'est que l'amant en question n'était autre que le mari de la patronne de Bérénice. Le scandale de Victor en provoqua donc un second. Et 3 chapitres plus loin, ma pauvre Bérénice se faisait virer, comme une malpropre.
pour un motif fallacieux. J'avais presque oublié l'existence de Bérénice, celle de la vie réelle. Lorsqu'un matin, en sortant de chez moi pour me rendre à la boulangerie, elle m'est tombée dessus, comme une furie. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla-t-elle sans préambule. La surprise m'a paralysée, celle de la découvrir dans mon quartier d'abord, d'être effondrée à la violence de sa réaction, ensuite d'en déduire la raison de sa colère enfin. « Vous n'êtes pas bien, non ?» me suis-je défendue dans un réflexe offensif. « Ma vie est en train de partir en miettes, et c'est votre faute. On me traite pas les gens de cette manière. Vous n'avez pas le droit. »« Les gens ?» ai-je rugi à mon tour. « Vous êtes complètement folle. Je ne fais strictement rien aux gens. Je suis romancière, j'écris de la fiction. » « Ça n'a rien à voir avec de la fiction, figurez-vous. Là, non seulement je n'ai plus de boulot, mais en plus je suis à ça du divorce. » Est-ce le fait qu'elle n'ait pas eu besoin de me raconter les derniers rebondissements de sa vie, ou celui qui semblait maintenant acquis entre nous, qu'il existait un lien réel entre son destin et mes écrits? Si un reste d'incrédulité me forçait à réfuter ces accusations, je savais comme elle qu'il se passait quelque chose qui nous dépassait toutes les deux. Écoutez, je suis désolée de ce qu'il vous arrive, mais vous conviendrez avec moi que ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas un personnage de fiction. Je ne sais pas comment ce genre de choses est possible et sincèrement, je m'en tape. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de détruire ma vie. Ah oui, et comment? C'est simple. Vous écrivez que Bérénice retrouve son boulot et Victor comprend que c'est lui qui a déconné. Il s'excuse, elle lui pardonne et tout ça redevient comme avant. Impossible! Pourquoi? Parce que j'écris du thriller, pas du feel-good. Et alors? Vous ne pouvez pas faire en sorte que votre histoire se termine bien, pour une fois. Les happy ends, ce n'est pas mon truc, désolé. Mais j'en ai rien à foutre. Que ce ne soit pas votre truc. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai tous les droits, je suis l'auteur. Le ton montait dangereusement, je tenais malgré moi de rester ferme. Comme si j'étais en train de me battre pour conserver les droits fondamentaux. L'indépendance du romancier, sa liberté de création, ce genre de choses. J'en étais là à tenter de remettre de l'ordre dans mon esprit quand Bérénice s'est jetée sur moi. Elle m'a attrapé par le col de ma veste et m'a collé contre le mur de mon immeuble. « Écoute-moi bien, auteur de mes fesses. Tu n'as aucun droit, et certainement pas celui de bousiller ma vie sous prétexte que vous n'aimez pas les happy end. Alors le deal est simple. Soit tu t'arranges pour que les choses redeviennent comme avant, soit je vais te pourrir l'existence, comme tu as pourri la mienne. » J'ai tenté de me dégager, mais elle avait beaucoup plus de force que son petit gabarit ne le laissait présager. Elle semblait mue par une haine féroce, peut-être nourrie par l'affreuse sensation que son destin lui a échappé. Autour de nous, les passants nous dévisageaient, intrigués par notre altercation, avant de poursuivre leur route sans intervenir. J'ai essayé de la repousser, mais elle a resserré son étreinte sur ma gorge. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait m'étrangler. À ce moment-là, une voisine est sortie de mon immeuble et, en me voyant en fâcheuse posture, s'est approchée de nous. « Vous avez besoin d'aide ?» m'a-t-elle demandé en brandissant son portable, signe qu'elle était prête à faire intervenir les forces de l'ordre. Levant les mains en signe de paix, Bérénice m'a aussitôt lâché. Puis, sans me quitter des yeux, elle a reculé de quelques pas. « Vous savez ce qu'il vous reste à faire ?» a-t-elle simplement dit, dardant sur moi un regard chargé de défi. Elle ne s'est pas attardée plus longtemps et quelques secondes plus tard, elle disparaissait au bout de la rue. Ma voisine s'est assurée que j'allais bien, avant de, à son tour, passer son chemin. Les jours suivants ont été empreints d'une révolte indignée. Notre altercation m'avait secoué, c'est vrai, mais j'étais surtout offusquée par la façon dont cette femme m'avait traité, d'autant que j'avais perçu chez elle une violence qui m'avait laissé totalement démunie. J'étais d'autant plus scandalisée que mon esprit refusait obstinément de concéder à cette situation absurde la moindre cohérence. Malgré tout, ces menaces revenaient sans cesse me hanter, me forçant à envisager les solutions qui s'offraient à moi. Si je me pliais à ces ordres, optant pour un happy end, fade et sans envergure, je sabordais mon histoire. Je ne doutais pas alors de l'accueil déplorable que mon livre allait recevoir et du tour désastreux que ma carrière allait prendre. Je pouvais également abandonner cette intrigue et m'atteler à un autre récit, mais la date de remise de mon texte approchait à grands pas, et je n'avais plus le temps de tout recommencer. Modifier son prénom ainsi que d'autres détails caractéristiques, à ce stade,
cela allait-il changer grand-chose ? J'en étais là à tourner, à retourner toutes les échappatoires dans ma tête. Quand à un sursaut de lucidité, j'ai remis les choses à leur place. Cette femme était folle. J'ignorais de quelle manière elle avait eu connaissance de la progression de mon histoire. Mais ce qui était certain, c'est que je n'allais pas céder d'un pouce. Il fallait que je reprenne la main afin de lui montrer de quel bois je me chauffais. J'étais l'auteur, seul maître à bord de cette fiction, car c'était une fiction et rien d'autre, et moi seul avais le pouvoir de décider du destin de mes personnages. Merde, pour cela je n'avais qu'une chose à faire, achever mon roman. J'ai rempli mon frigo pour pouvoir tenir plusieurs jours, sans sortir, et je me suis renfermée chez moi. Je me suis alors mise à écrire, comme je ne l'avais jamais fait auparavant, les doigts soudés au clavier que je martelais au rythme du battement de mon cœur. J'ai écrit en apnée, alignant les phrases dans une débauche de mots, jusqu'à l'épuisement. Tant j'avais hâte de prouver à cette dingue qu'on ne me menaçait pas en vain. J'avais presque la sensation qu'écrire était devenu une question de vie ou de mort. J'ai plongé à corps perdu dans les recoins les plus sombres de ma créativité, imaginant pour les personnages un destin dont le calvaire semblait ne pas avoir de fin. Pendant des heures et des heures, j'ai décrit pour le menu la lente et interminable déchéance de cette femme qui avait eu l'outrecuidance de vouloir me dicter ma conduite. Porté par ma détermination, j'ai libéré une cruauté dont je n'avais jamais fait preuve dans mes précédents romans. J'ai pris soin de détailler les souffrances de Bérénice, tant morales que physiques, prêtant à son mari, au fil de la narration, un tempérament malfaisant, dont les limites étaient repoussées au-delà de la raison. Pour donner le change et accroître encore la tension, mon héroïne n'était pas en reste. Elle passait d'un statut de victime à celui de bourreau, donnant libre cours à cette violence dont j'avais été la proie, légitimée par un sentiment de vengeance autant que par celui de protection, deux émotions dont j'éprouvais l'indicible proximité. En deux mots, j'ai lâché les chiens de ma conscience. J'ai terminé mon roman en transe galvanisée par ma toute-puissance créatrice. Bérénice finissait par assassiner Victor avant de se suicider. Ultime façon pour moi de prouver à tous en général et à Bérénice en particulier que j'avais droit de vie et de mort sur mes personnages. Après avoir écrit le mot « fin », la tension s'est délitée d'un coup. Comme toujours lorsque j'achève un roman, un sentiment de libération a déferlé en moi en même temps qu'une sensation de vide m'a aspirée tout entière. Je me suis sentie à la fois légère et abandonnée, un mélange d'allégresse et de solitude, d'ivresse et de fragilité. J'ai lentement repris pied dans la réalité tangible de ma condition d'auteur, retrouvant mes repères, mes habitudes et le cours de mon existence. Au début, je me suis tenue sur mes gardes, bien entendu, parée à affronter la folle dingue qui se prenait pour l'un de mes personnages. J'étais prête, preuve à l'appui, à lui balancer au visage toute l'étendue de sa bêtise. J'avoue l'avoir guetté parmi les passants dans la rue, au milieu des lecteurs dans les salons du livre auxquels j'étais conviée, devant la porte de mon immeuble quand je rentrais chez moi. Aucune trace de Bérénice. Apparemment, elle avait lâché l'affaire. Avec le temps et le recul, tout cela m'est peu à peu apparu de plus en plus futile. Et puis surtout, tout s'est enchaîné. Le travail éditorial, les corrections, les relectures, les réunions de représentants, le choix de la couverture, celle de la photo et du texte de la quatrième de couverture. À chaque fois, c'est pareil. Durant des 6 mois qui séparent la remise du manuscrit de sa parution, je pense avoir le temps de faire 1001 choses. Et puis, en fait, non. L'édition du roman est peut-être encore plus chronophage que sa rédaction. Le livre a très bien marché. L'histoire de ce couple dans la tourmente a visiblement touché beaucoup de lecteurs. Les uns ont témoigné une franche compassion envers mon héroïne. D'autres lui ont prêté un esprit manipulateur et ont vivement condamné ses agissements. À la sortie du roman, j'ai repensé à Bérénice, celle de la vie réelle, curieuse de voir si elle allait se manifester et si oui, quel serait son état d'esprit. J'étais satisfaite d'avoir tenu bon, lui faisant savoir d'une certaine manière qu'il était vain de me menacer et que mon imaginaire ne souffrait aucune contrainte. Il semble que le message soit passé. En tout cas, elle n'a jamais tenté de m'intimider. La dernière appréhension que j'ai eue à son sujet remonte à seulement quelques jours,
quand j'ai poussé la porte de la librairie, celle-là même où nous sommes rencontrés pour la première fois, j'y étais invitée pour dédicacer mon roman. Le libraire m'a accueilli avec sa gentillesse coutumière, avant de me mener à la table préparée à mon attention. Quelques lecteurs attendaient déjà, que j'ai salué avant de m'installer à ma place. La séance s'est déroulée comme à l'habitude. J'ai pris le temps de discuter avec chacun, profitant de ces instants d'échange, dans la joie et la bonne humeur. « Comment une si charmante personne comme vous peut-elle imaginer des trucs pareils ?» m'a demandé une dame, en me tendant avec avidité un exemplaire du roman. J'ai souri, songeant à cette phrase récurrente qui nous entendons si souvent, Karine et moi. Car s'il est vrai que nous ne ferions pas de mal à une mouche, n'oublions pas que tout ceci n'est qu'une simple fiction.